La première, podcast. Première de couverture. Eddy Kakelbergs. Bienvenue ce soir dans votre première de couverture. Nous allons parler BD, édition BD. Nous allons parler économie collaborative avec notre invité Patrick Pinchard qui nous vient parler des éditions Sandaway et puis sandaway.com, un site de crowdfunding, on va le dire comme tel. En tout cas, vous pouvez devenir coopérateur à la production d'une œuvre de quelqu'un d'autre et d'une autre. Et puis, vous pouvez par ailleurs aussi, si vous êtes vous-même auteur, soumettre des projets. Nous allons en parler, le tout projet, objet d'ailleurs, et autres supports qui doivent obligatoirement, c'est la passion de Patrick Pinchard depuis toujours, avoir un rapport à la bande dessinée. Voilà donc l'un des derniers sanctuaires belges de l'affaire que nous allons questionner ce soir. Bonsoir. Ah oui, c'est l'unique sanctuaire belge de la bande dessinée, puisque toutes les maisons d'édition belges ont été rachetées par l'étranger. Surtout pour le passionné Patrick Pinchard que vous êtes, c'est toute votre vie, on va rien cacher à celles et ceux qui nous écoutent. Je vous ai connu à l'université, déjà là, vous étiez un absolu de l'affaire. Ah mais j'ai créé la première émission sur la bande dessinée, c'était sur Radio Campus qui venait de naître à l'époque de la guerre des radios libres, quand les premières radios sont amenées. Ouais. Et se faisait régulièrement saisir par l'État. J'ai fait comme ça pendant 16 ans une émission sur la bande dessinée de 2 heures chaque semaine avec tous les petits jeunes qui commençaient à l'époque, Françoise Keuten, Benoît Socal, les grands aussi qui étaient encore tout à fait touchables, joignables, style Franquin, Payot, Maurice et compagnie, qui se sont trouvés dans mon studio entre des caisses et dans un entrepôt. Mais voilà, bon, on va pas remonter à la préhistoire de la bande dessinée quand même. Non, mais sauf qu'à l'époque, c'était un véritable secteur, évidemment, c'était un art à part entière, on le considère progressivement toujours comme tel, mais il y avait une véritable production, une école belge, une production belge, qui elle a fondu comme neige au soleil. On commençait à parler d'art. Nous étions encore des fous qui oseront considérer que ce moyen de s'exprimer pour les enfants et dessiner uniquement aux enfants était quelque chose qui méritait mieux que l'appellation simple divertissement pour enfants. Ça avait commencé dans les années 70 avec tout un phénomène de fanzine et progressivement ça s'est installé. Je suis arrivé à une époque où enfin on commençait à prendre la bande dessinée au sérieux, mais bon, on était encore minoritaire. Il y avait des gens comme Jacques de Pierrepont par exemple qui parlaient de bande dessinée, il y avait Luc Honoré dans Le Soir aussi. Mais c'était encore très limite comme couverture. Par la suite, ça s'est très fort amplifié. Et les médias ont de plus en plus consacré de l'importance à la bande dessinée. Il y a eu effectivement cet événement universel qui a été la mort d'Hergé, qui a déclenché beaucoup de choses. C'est la première fois qu'on se rendait compte qu'un auteur de bande dessinée avait une notoriété aussi importante, y compris avec la une de Libération, dont tout le monde se souvient, je pense, avec Tintin en couverture, et le numéro complet qui était illustré par des vignettes de Tintin. Et puis, le marché de l'art s'est intéressé à la bande dessinée aussi, donnant des œuvres qui auparavant n'avaient aucun intérêt, qui étaient les planches de bande dessinée, des valeurs énormes. Parce que la planche de bande dessinée, auparavant, était destinée à être publiée dans la presse. Ça n'avait aucune autre valeur. On faisait ça, c'était un pis-aller, on l'a publié dans la presse et puis c'était terminé, elle n'avait plus aucun intérêt. Et le phénomène de collection des planches de bande dessinée est venu dans les années 70. Oui, au point évidemment qu'on se les arrache. À prix d'or, souvent. Il vaut mieux pas les arracher, non. Ça les abîme, oui. En tout cas, on se les contemple. Il y a eu toute une industrie du produit dérivé aussi à partir de là, autour de la bande dessinée et de ses personnages. Il y a énormément de produits dérivés, de luxe, surtout aux côtés de Tintin. Il y a des énormes talents qui sont développés en sculpture de figurines, etc. Il y a des sérigraphies. Et puis aussi, il y a tout ce qui est publicité. La bande dessinée, tous les codes de la publicité sont utilisés maintenant dans la publicité. Et des auteurs ont fait carrière dans les années 80 en inventant la ligne claire qui a été très fort utilisée dans la publicité dans la moitié des années 80. Alors on parle évidemment de grandes icônes, vous en avez cité quelques-unes. On pourrait évidemment se dire que maintenant, il y a effectivement dans toute bonne bibliothèque, à partir d'un certain âge, on a les grands collectors. Alors bien sûr Hergé, bien sûr Franquin, mais on peut évidemment imaginer selon ses goûts des Jacques Martin, des Jacobs, qui encore autour du personnage de Corto Maltese, donc d'Hugo Pratt. Enfin bref, il y a comme ça quand même un panthéon qui maintenant n'a plus à rougir de son voisinage, je dirais, des grands livres classiques. Ah non, en plus, ce panthéon, ce sont des auteurs qui ont vendu des millions d'exemplaires, beaucoup mieux que de grands noms de la littérature.
qui sont devenus des classiques, qu'on continue à lire maintenant, 40 ans après la création, et même Hergé, 70 ans après la création de ces albums. Ils font même toujours polémique. Oui, de façon tout à fait stupide d'ailleurs, parce que la polémique par rapport à Tintin au Congo, à laquelle tout le monde pense, c'est un livre qui est tout à fait daté, qui date d'une époque colonialiste. Il montrait à quoi ressemblait le colonialisme à l'époque, et je trouve important de conserver ce genre d'œuvre maintenant, avec l'esprit critique qui va avec, évidemment. Ce n'est pas du tout un bouquin révisionniste, ce n'est pas du tout un bouquin colonialiste, c'est un bouquin qui est l'image d'une époque. Et c'est très intéressant, au niveau historique, de voir comment était représenté le colonialisme à l'époque. Quelle est, dans la génération actuelle, pour vous, la nouvelle ligne ? Oh là là, elle est tellement diversifiée. Il y a eu, dans les années 80, un mouvement qui s'est un peu opposé à la bande dessinée classique, avec un dénigrement des Franquin, Peyo et compagnie. On appelait ça la bande dessinée grenée. Et donc, il y a une école qui est née par l'éditeur L'Association, qui a pris des directions avec un trait beaucoup plus jeté, des thèmes beaucoup plus adultes. C'est écarté très fort de la bande dessinée tout public. Et c'est quelque chose qui se maintient maintenant. La plupart des éditeurs actuels ont une gamme classique grand public qui est celle qui rapporte de l'argent, je dirais. Une gamme beaucoup plus élitiste qui est la gamme moderne avec ses graphismes actuels qui intéressent une frange du public qui est beaucoup plus limitée mais qui est quand même suffisante pour pouvoir amortir les frais de la plupart des albums, pas toujours. Beaucoup des albums se vendent à perte. Et puis entre ça, il y a des albums qui sont issus de la BD tout public mais qui ont expérimenté la bande dessinée adulte et qu'on trouve par exemple dans la collection libre de Dupuis avec des gens comme Gibra, avec Cosé, etc. Il y a vraiment une multiplicité. Il y a l'école des blogs. Donc tous des gens qui chaque jour mettent une planche de bande dessinée sur leur blog et puis ça se retrouve en album par la suite avec beaucoup moins de succès parce que les gens qui consomment la bande dessinée sur Internet ne sont pas forcément ceux qui achètent des albums de bande dessinée. On n'est plus forcément, comme évidemment les potages que nous étions, à l'ère où l'on a la patience d'attendre de semaine après semaine pour découvrir dans son magazine la planche ou les deux planches suivantes. Les magazines ont fait énormément de bien à la bande dessinée. Ouais. D'abord, ils imposaient un rythme au récit. Ça veut dire que chaque semaine, il fallait avoir une planche qui donne envie, une case finale qui donne envie au lecteur d'acheter le magazine par la suite. Ça obligeait les auteurs aussi à travailler chaque semaine pour fournir leurs planches. Ça permettait de faire découvrir des jeunes talents. Ça permettait à ces jeunes talents de s'expérimenter et de ne pas être publiés avant d'être parfaitement au point. Tout ça a disparu. Ce qui fait que maintenant, effectivement, des jeunes auteurs se lancent dans un premier album et ils ne sont pas forcément tout à fait au point. Ils ne connaissent donc jamais de deuxième album. Des séries mettent des années avant de se boucler. On n'a plus cette obligation de terminer un album en 44 planches. C'était le nombre de planches traditionnelles de l'époque. Maintenant, tout ça est souple, évidemment. Et ça a des effets pervers parce que, par exemple, il y a tellement d'albums numéro 1 qui n'ont jamais connu numéro 2 que des lecteurs n'achètent plus un numéro 1 et attendent d'être sûrs d'avoir la suite. Or, si le numéro 1 ne vend pas, le tome 2 ne paraîtra pas parce que l'éditeur ne va pas sortir un bouquin qui n'a pas de chance d'être lu selon les chiffres du premier. Enfin, notre système permet de pallier à ça, heureusement. Ouais, voilà, justement, on y arrive. C'est un anniversaire, 5 ans. 5 ans dans une économie collaborative où on fait donc appel aux disponibles et à la passion de ces édinautes, de ceux qui acceptent de vous accompagner en surfant et en mettant de leur denier pour soutenir, ou alors vous accueillez des projets de gens peut-être plus audacieux qui se disent « je viens m'auto-éditer chez vous ». Il y a un peu tout ça en même temps sur Sandawe. Oui, c'est ça. Alors, édinaute, c'est éditeur-internaute. C'est un néologisme qu'on a inventé qui correspond parfaitement à ce qu'on veut. Ce sont des gens qui sont des passionnés. On a en fait une typologie assez particulière. Lorsque nous avons lancé la maison d'édition, parce que c'est d'abord une maison d'édition, c'était la pleine époque de Grégoire qui avait fait un succès monumental en musique et je pense que les gens qui avaient mis de l'argent sur le projet avaient ramassé 40 fois leur mise. Et donc on a attiré un public qui espérait recommencer ça et qui espérait donc faire beaucoup d'argent avec un investissement sur la bande dessinée. Après quelques mois, quand même, on s'est rendu compte que si on voulait faire fortune, il valait peut-être mieux s'adresser à la KBC pour planquer son argent quelque part, plutôt que se lancer dans la culture. Et a été remplacé une autre génération d'amateurs de bande dessinée
qui sont des collectionneurs, des amateurs éclairés, des gens qui aiment passer du temps à parler bande dessinée, à dialoguer avec les auteurs, ce qui est possible sur notre site puisqu'il y a des espaces de dialogue avec chacun des auteurs, qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent pour aider un projet à voir le jour, parce qu'ils y croient, parce qu'ils aiment l'auteur, parce que l'album leur plaît, et qui sont des sortes de mécènes de notre époque. Ce sont des gens qui plutôt collectionnaient des Porsche, sont passionnés de bande dessinée et mettent leur argent pour aider des auteurs, un peu comme les mécènes permettaient à Mozart de faire sa musique. Et entre les deux, donc il y avait les financiers du début qui sont partis, il y a les lecteurs de bande dessinée qui apprécient d'avoir leur album, parce que chaque Kidinote reçoit l'album. Il y a les collectionneurs qui aiment bien recevoir des éditions spéciales parce que, en fonction de la mise qui est donnée par les gens, ils reçoivent des collectors, des ex-libris, des exemplaires dédicacés. Et puis, il y a des grands collectionneurs qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent pour pouvoir recevoir des planches, des choses beaucoup plus exclusives. Et puis, ces fameux mécènes qui aident vraiment les albums à naître. Ce qu'il y a de tout à fait particulier aussi, c'est que l'on peut suivre dès lors. Je viens d'aller vérifier la progression, l'état de progression, l'état d'avancement du financement de chaque album. Certains convainquent tellement qu'ils sont déjà à 165% du financement. Oui, on a deux types de projets. En fait, il y a les projets classiques, qui est de l'édition traditionnelle, où les auteurs cèdent leurs droits et nous prenons tout en charge et nous les rétribuons ensuite 10% de droits d'auteur. Nous avons d'un autre côté des auteurs qui peuvent s'auto-éditer, mais ce n'est pas l'arnaque complète de l'auto-édition telle qu'on peut la connaître avec des éditeurs comme La Pensée Universelle qui sévissent encore. C'est de l'édition à compte Kidinote puisque les gens financent l'album, reçoivent en échange cet album et plein de choses exclusives, mais l'auteur conserve tous ses droits. Ce qui veut dire que tous les bénéfices sont pour lui. Et si dans le premier cas, dès que nous arrivons à 100% du budget, le projet est considéré comme financé, dans le second cas, tout devant servir à aider l'auteur, nous autorisons évidemment un dépassement de ce budget, ce qui permet de doubler éventuellement le budget. Mais le gros avantage, c'est que vraiment l'auteur reste libre et maître de son œuvre et que tous les bénéfices sont pour lui, ce qui est tout à fait à l'opposé de l'édition traditionnelle où il doit céder ses droits pour toute sa vie, plus 3 générations, et payer 6, 8, 10% sur les ventes. Et même certains éditeurs plus indépendants, ils ne reçoivent pas d'avance au droit, ont un très faible droit d'auteur et donc sont vraiment paupérisés. Notre système permet de lutter contre cette paupérisation actuelle de l'auteur de bande dessinée. Comment ça se passe, puisque sur votre site, on découvre assez vite une possibilité de soumettre son projet. Est-ce que tout projet a le droit d'exister, a fortiori d'ailleurs si l'auteur s'autofinance, je dirais, ou est-ce que vous avez, en fonction d'une ligne, en fonction d'une exigence, d'un cahier des charges, un droit de regard en disant on prend pas? Alors tout projet, non, certainement pas. Nous sommes une maison d'édition, j'ai quand même 40 ans d'expérience dans le domaine, donc je fais exactement comme je le faisais quand je travaillais chez Dupuis, c'est-à-dire que je sélectionne drastiquement les projets. Pas au niveau de mes goûts personnels, pas au niveau de collection que je dois absolument remplir en fonction de critères qui correspondent à cette collection, mais simplement est-ce que les auteurs sont professionnels, est-ce que le projet a des chances d'aboutir, et à ce moment-là, nous signons un contrat et le projet est mis en ligne et ce sont donc les lecteurs qui décident. Dans le cas des projets libres, nous avons évidemment beaucoup de projets d'amateurs qui s'amènent. La réponse est non. Mais d'un autre côté, nous tenons toujours à expliquer pourquoi nous refusons, ce qui permet à ces gens de progresser et éventuellement de revenir plus tard. On est assez intrusif, si je peux dire, dans le bon sens du terme, c'est qu'on ne laisse pas passer n'importe quoi. C'est évidemment aussi la question à laquelle on s'attend. Ok, un projet, c'est quoi? C'est un scénario, c'est quelques planches réalisées, c'est beaucoup plus que cela. Est-ce que l'auteur attend fébrilement de voir si les quelques lignes qu'il fournit font suffisamment mousser le jackpot pour se mettre au travail et tout dessiner? Où est-ce qu'on en est? Au départ, ils mettent un pitch, qui est un peu le texte qu'on trouve en 4e de couverture sur les livres pour accrocher le lecteur. Un résumé, quelques planches, des illustrations de recherche et compagnie, qui est un peu ce qu'on fait comme dossier pour un éditeur quand on va se présenter chez Dupuis, Dargaud, Lombard ou Casterman.
Une hypothèse au départ était qu'il suffisait de faire ça pour que les gens puissent décider si oui ou non ils allaient investir dans le bouquin. Eh bien, on s'est fichu complètement le doigt dans l'œil parce que on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas du tout, qu'il fallait qu'il y ait un contact qui s'établisse avec les lecteurs. Donc progressivement, ce site qui était un peu un site froid éditorial où on mettait des dossiers est devenu un espace de dialogue et d'animation, un véritable centre de divertissement pour amateurs de bande dessinée parce que non seulement les auteurs dialoguent avec les lecteurs, mais en plus organisent des jeux, organisent des animations, tout ça pour convaincre les gens de venir financer leur projet. Et il n'y a pas de journée où il n'y a pas de choses neuves qui apparaissent sur le projet. Moi, je ne sais plus suivre, il y a beaucoup trop. Donc heureusement, je suis entouré de gens qui sont là pour ça. Ça veut dire aussi que ces éditeurs internautes qui dialoguent avec l'auteur ont une influence sur l'évolution, sur le contenu, infléchissent ou amplifient le projet lui-même, son contenu éventuel? Les choses sont claires dès le départ. L'auteur est maître absolu de son œuvre et les deux seules personnes qui ont des choses à dire, c'est l'auteur et c'est moi. D'un autre côté, parmi les animations, certains auteurs ont des idées très originales. Par exemple, organiser un concours pour qu'un édinote ait un rôle. Par exemple, dans un album qui s'appelle Le Cheval Mécanique, D'Artagnan est joué par un édinote et c'est donc son personnage à partir d'une photo qui a ce rôle-là. Nicolas Fado dans Maudit Mardi a donné le nom de tous ces édinotes à des plaques de voiture, des plaques de rue, des hôtels et compagnie. Si les édinotes n'ont aucun mot à dire, mais ils peuvent donner un avis et l'auteur en tient compte ou non, ils ont quand même une présence dans la bande dessinée et un certain rôle à jouer, effectivement. Oui, ce qui rend d'autant plus alléchant l'idée d'hériter ensuite, selon sa contribution, au minimum un album, mais voir des planches en question, si en plus on a son nom qui y apparaît. Ah, ça c'est bonheur absolu, évidemment. Oui. Vous venez de parler de Nico Vado. Nico Vado, c'est votre dernière gloire associée, si j'ose dire. Oui, on a Raoul Cauvin déjà qui est chez nous, on a qui fait les tuniques bleues, Centric, les Psy, l'agent 212, donc c'est le monsieur qui vend le plus de BD. Que vous connaissez depuis longtemps. Voilà. Et paradoxalement, comme on a un public très éclairé, c'est pas un projet qui est tellement facile à être financé. Parce que ce public-là apprécie plus la BD ado adulte et beaucoup moins la BD tout public. On a Philippe Tom qui fait Le Petit Spirou, Soda, on a Darras qui fait Tamara, etc. Et alors on a maintenant Nicolas Vado qui, auteur de dessins de presse quand même très très reconnu. Ouais, donc dans le vif. Dans le vif et dans l'écho, a décidé de s'auto-éditer avec l'aide des internautes. C'est donc un livre qui va reprendre les 7 années qui ont suivi la crise bancaire. Et c'est un album qui va sortir en septembre et qui va être auto-édité par lui. Donc il est le propriétaire de ses droits, mais il se retrouvera, comme tous nos livres d'ailleurs, dans toutes les librairies, principalement en Belgique d'ailleurs, grande surface. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on est un petit site de crowdfunding, enfin, pas si petit que ça, et petite maison d'édition pas si petite que ça maintenant, que les auteurs n'ont pas les services normaux d'une maison d'édition. Donc ça veut dire que tous les albums qui paraissent chez nous sont distribués par Hachette, qui est la plus grosse machine de distribution qui est en Europe, avec une équipe de 18 commerciaux en France, et Dilibel en Belgique, qui est lequel principal diffuseur au niveau commercial. Ça c'est très clair. Eh bien, je regardais les chiffres là aussi sur votre site. 13 734 membres, 1551 auteurs, 54 projets, 1 373 180 € investis. Oui, alors les auteurs, le chiffre est énorme simplement parce que s'inscrivent au moteur des gens qui sont amateurs, étudiants, et les auteurs professionnels ne sont pas séparés de cela. Donc on va changer et on va mettre le nombre d'auteurs que ceux qui ont publié et qui ont donc un livre publié. Enfin, 54 projets quand même. 54 projets, plus quelques autres qui nous attendent encore parce que on est noyé, on reçoit 30, 40 projets par mois qu'il faut analyser, répondre aux gens, etc. Et en plus de ça, il y a maintenant dans les projets libres la possibilité de financer autre chose que des albums, des figurines, des sérigraphies, des jeux, bien entendu. Nous aurons des puzzles, par exemple, qui seront financés. C'est-à-dire tout ce qui peut être fait à partir de la bande dessinée, et donc qui est dérivé de la bande dessinée, mais ça doit impérativement avoir un lien avec la bande dessinée. On a financé une émission de télévision, Kaboom, l'émission qui parle que de bande dessinée. On a essayé de financer une fresque de la ville de Bruxelles, malheureusement ça n'a pas pris.
parce que tout ne réussit pas, évidemment, c'est le risque du crowdfunding. Cette économie collaborative, est-ce qu'elle s'étend jusqu'aux libraires, Patrick Pinchard? Est-ce que vous avez des libraires qui, je dirais, rameutent pour vous, dans leur population, leur clientèle, de futurs édinotes? Nous sommes partenaires d'une chaîne belge, si je peux citer le nom, c'est BD World, qui donc nous soutient ouvertement. Nous avons certains libraires qui nous soutiennent aussi. Nous avons un magazine qui s'appelle Sanda BD qui est distribué gratuitement dans les librairies. Mais nous avons encore un souci de notoriété chez les libraires. Donc c'est un des points de cette année-ci, c'est de vraiment donner confiance aux libraires, prouver qu'on est autre chose qu'un tout petit éditeur indépendant, parce qu'on est vraiment à l'opposé des petits éditeurs indépendants. Simplement parce que le fait qu'on paye très bien nos auteurs, que nous avons une grosse distribution, que nous avons des équipes commerciales importantes. Et donc, il y a encore un travail pour nous faire connaître auprès de la plupart des libraires. Oui. Alors, vous avez eu la gentillesse, comme ça je fais plein de jaloux, de m'en apporter 2 ici, parce que ce sont des coups de cœur particuliers pour vous, et aussi parce que vous imaginiez qu'au moins ils allaient me toucher, j'imagine. Mais c'est quoi, en fait, qui vous séduit lorsque vous recevez... Bon, je dois déjà vous dire que rien que la graphie est déjà plus que séduisante, si j'ose dire. Ah oui. Mais bon, c'est 2 grands auteurs. Renaud, qui a fait D'encre de sang. Donc, D'encre de sang, c'est une histoire qui se déroule en 1944 à la rédaction du Soir volé. C'est dessiné par Renaud, qui est l'auteur de Jessica Blandi et d'un des auteurs qui rendent le mieux la plastique féminine. Et c'est l'histoire d'une journaliste autrichienne qui va essayer de retrouver la trace de Léon de Grelle. Elle travaille pour la Résistance et comme elle est au soir, elle espère avoir des informations pour pouvoir détecter son emplacement et le faire assassiner. Et en toile de fond, il y a en fait le meurtre de son ami juif par les nazis. C'est dessiné par Renaud, c'est paru dans le Soir. L'album a vraiment accroché le public belge et le tome 2 paraîtra en août. Ouais, j'ai vu ça, il fait partie des projets annoncés. Oui, c'est ça. Et bon, ça reconstitue parfaitement le Bruxelles des années 40 avec un travail magnifique sur le décor et même à la rédaction du Soir volé avec les vrais protagonistes. Donc les gens du Soir étaient très contents de voir ce livre. Et c'est Daniel Couvreur qui a fait le dossier qui conclut l'album. Daniel Couvreur qui est le spécialiste BD du Soir, et responsable de la culture aussi. Et l'autre, Sarah Lone, ça c'est notre fierté parce qu'on a découvert un dessinateur barcelonais qui s'appelle David Morancho, qui est un dessinateur extraordinaire et qui a rencontré un vieux routier de la BD qui est Éric Arnoux, qui a fait beaucoup de bandes dessinées réalistes, entre autres Les Aigles décapités chez Glénat dans les années 80. C'est une histoire policière qui a comme toile de fond la préparation de l'assassinat de Kennedy après l'échec de la BD Cochon. L'héroïne est une jeune fille qui est victime d'un complot. On l'accuse du meurtre de son patron, ce qu'elle n'est pas. Elle n'a pas été arrêtée. Elle a été libérée, mais avec l'ordre de un jour accomplir une action qu'on attend d'elle. Et comme c'est une bonne tireuse, il est possible qu'elle va se retrouver dans le team de l'assassinat de Kennedy. Mais ça, je ne connais pas encore la fin, donc c'est le scénariste qui la dira. Et elle est en plus à la recherche d'un trésor que son père avait trouvé. Et son père, malheureusement, a été retrouvé mort, décapité sur une plage, et elle n'a aucun indice pour savoir comment retrouver ce trésor. Oui, on est dans une Amérique particulièrement violente. Hein. On l'avait dit, l'époque de Kennedy, c'est aussi l'époque du Ku Klux Klan. Je vois ici à quel point il est présent. La mafia. La mafia, oui. Oui. Les grands fléaux de l'époque. Oui. Alors c'est un dessinateur qui est déjà débauché par de grands éditeurs, mais qui continue de toute façon chez nous. Et ça m'a permis de découvrir aussi l'immense vivier qu'est l'Espagne. À Barcelone, il y a une école de bande dessinée qui produit des dessinateurs extraordinaires, dont plusieurs sont d'ailleurs sur notre site. Ces gens, malheureusement, ont peu débouché dans leur pays, à part la publicité, l'illustration pour enfants, etc. Nous sommes pour eux une possibilité d'investir le marché franco-belge. Vous parlez aussi de marché franco-belge, certes, mais il y a d'autres débouchés. Vous distribuez éventuellement d'autres langues? Oui, nos albums, en tout cas en ce qui concerne D'encre de sang et Sarah Lone, intéressent évidemment les Espagnols. Donc ils sont distribués en Espagne, traduits en espagnol et aux Pays-Bas en langue néerlandaise. Nous avons reçu une demande pour l'Allemagne et encore les pays scandinaves. Mais il faut se dire que le marché de la bande dessinée est assez limité. Ça intéresse la Belgique, la France, la Suisse, les pays scandinaves, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie un petit peu, mais ce sont des marchés qui ont des difficultés. Les États-Unis, inutile d'y penser, ce sont les comics.
Et l'Amérique du Sud, c'est la même chose. Le Canada, c'est la même chose. Seul le Québec résiste encore et toujours à l'envahisseur. Donc c'est véritablement une tradition ancrée sur quelques pays. Oui, c'est vraiment culturel. Ouais. Tout à fait. Bon, c'est un peu dommage parce que d'un autre côté, les comics américains nous envahissent, les mangas japonais nous envahissent aussi. D'un autre côté, ça donne une diversité culturelle aussi et ça permet à beaucoup de gens de vivre de la bande dessinée et beaucoup de lecteurs de pouvoir se nourrir des bandes dessinées qu'ils aiment. On va déjà arriver quasiment à la fin. Hein. C'est 5 ans. Ça va, vous êtes certain de pérenniser l'aventure ? Alors, on n'est jamais certain. Donc, Sandawe est né il y a 5 ans dans des conditions très difficiles, avec très très peu de fonds. Une levée de fonds de 500 000 euros il y a 6 mois nous a permis de vraiment faire le démarrage. Donc, nous avons engagé du monde. Nous allons mettre en place tous les outils qui sont nécessaires pour nous permettre de pouvoir vivre plus longtemps. Maintenant, l'édition de la bande dessinée n'est pas une science exacte. Ce n'est pas parce qu'on met un album auquel on croit sur le marché qui va bien se vendre. On a quelques best-sellers qui commencent comme Sarah Lone et d'encre de sang et nous comptons très fort là-dessus et surtout sur la diversification internationale et sur tout ce qui est produits libres, droits dérivés et compagnie pour pouvoir nous développer. Donc on se développe dans énormément de directions et je pense que c'est obligatoire pour tous les éditeurs actuels. Bon, on aura encore l'occasion d'y revenir hein, parce que forcément à un moment ou à un autre on recevra par exemple Nicolas Vado pour ses 7 ans de malheur pour qu'il puisse venir et puis qu'il puisse venir nous expliquer tout ce qui se passera. Un dernier petit mot, hein, parce que je vois ici évidemment dans votre Sanda BD, nous sommes tous Charlie. On peut pas évoquer la BD, le trait, le dessin de presse sans évoquer évidemment Charlie. Ça va provoquer une affection, une nouvelle affection, vous pensez, ce qui s'est passé? Le drame du drame pourrait naître une nouvelle affection? Mais en tout cas, nous avons reçu énormément de dessins d'auteurs qui étaient touchés, pour ne pas dire catastrophés par ce qui s'était passé. Et nous en avons fait un livre en e-book que l'on peut télécharger sur le site. C'est à ce moment-là qu'est arrivé Nicolas Vado sur notre site et je pense qu'il a profité aussi de l'impact des événements. Maintenant, il faut bien se dire que la bande dessinée et le dessin de presse, ce sont des choses très différentes. Que quelqu'un qui fait de la bande dessinée n'est certainement pas un bon dessinateur de presse. Il y a quelques très rares exceptions en France. Que les dessinateurs de presse ne sont pas forcément bien vus dans les milieux de la bande dessinée. Il y a une sorte de caste pour chacun des métiers. Merci d'avoir été dans cette première couverture, Patrick Pinchard, pour cette plongée dans ce monde qui vous passionne, qui nous passionne. Nous, on se retrouve dans un instant après l'interruption pour dernière de couverture. Restez bien à l'écoute de la première. La première, le dimanche de 18h à 19h. Première de couverture.